Est-ce que on peut appeler votre femme, elle est à la maison? Commence à s'endormir. Alors votre mari a besoin de beaucoup d'oxygène. Il est déjà dans un état assez grave. D'accord. Il a les symptômes qui nous fait penser au Covid, au coronavirus, tout à fait. Et là, on a décidé de l'intuber pour mettre vraiment au repos ses poumons. On le met dans un coma artificiel, on lui met un tuyau dans la trachée et il respire grâce à une machine. Voilà. Pour l'instant, je sais pas, je peux pas vous dire où il sera hospitalisé. Là, il est aux urgences. C'est très grave. Chaque jour, le Grand Est enterre ses morts. Ce matin, c'est un homme de 83 ans. Seuls ses proches ont été autorisés à venir saluer leur père, leur grand-père, emporté en quelques jours. Les employés des pompes funèbres repartent. Il n'y a pas de temps à perdre. Maintenant, cette famille a normalement peut-être une autre tombe où il y aurait peut-être la place. La vitrine est paisible, mais l'entreprise familiale peine à faire face. Les cercueils encombrent les couloirs et les chambres funéraires. Guillaume Lanz et son père appliquent les directives préfectorales. Même les morts sont contagieux. Parce que normalement, habituellement, ça ne se passe pas comme ça? Habituellement, on présente les défunts avec le cercueil ouvert. Ils ont leur chambre attitrée, effectivement. Mais là, la famille va devoir rester avec le cercueil fermé pour éviter une quelconque propagation. Hein. Je laisse ça. Cette femme vient de perdre son mari. Derrière la porte, Guillaume dit quelques mots, rapidement. Alors, comme je vous ai dit, 4 maximum à la fois dans la chambre. Hein. Je vous laisse le temps du recueillement. Moi, je vais vous laisser. Bon courage à vous. Habituellement, on a 3-4 décès maximum par jour. Là, en ce moment, on tourne entre 10 et 20 un jour, ce qui est énorme. Et la proportion de Covid? On avait commencé au tout début de la pandémie avec à peu près 50%. Là, maintenant, on est plus proche des 80%. Cette entreprise existe depuis 1893. 6 générations, de père en fils. Un métier dont ils sont fiers. Mais aujourd'hui, il se résume à vendre des cercueils, les plus simples. C'est du bois de manguier. Sans fleurs, ni cérémonie. Alors, celle-là, je vais vous dire ça. La CRS, elle est à 77. Vous avez déjà vu une situation pareille? Non, il n'y a pas d'équivalent aujourd'hui, quoi. Je pense que les seuls qui ont dû connaître un équivalent, c'était nos ancêtres qui ont vécu la rive de 1918. Mais je ne pense pas que quelqu'un en France, que quelqu'un pu connaître une situation comme ça. Je ne pense pas. Enfin, je ne vois pas. C'est quoi cette situation en fait? C'est-à-dire quand vous dites une situation comme ça, c'est-à-dire que c'est... C'est un nombre de décès comme ça, des conditions de travail comme ça. Non, ça, on connaît pas, c'est pas notre métier qu'on fait là. C'est quoi ces conditions de travail dont vous parlez, c'est-à-dire? Là maintenant, ce qu'on fait là, c'est pas notre métier, c'est de la quantité avec des prestations réduites à leur plus stricte expression. Ouais, non, c'est pas notre métier. C'est une sorte d'abattage, quoi. On n'a pas le temps on a le temps de rien de toute façon. De l'abattage, un mot terrible qui traduit le désarroi de ceux qui sont au front contre la maladie. Elle est là, partout. Elle rôde, se répand. À Colmar, en Alsace, l'hôpital est sur la première ligne du front. Au sein du service de réanimation, la mobilisation dure déjà depuis 3 semaines.
Un va-et-vient de patients entre la vie et la mort. Prendre en charge, faire de la place ici et surtout ailleurs, il n'y a plus de lit disponible. Ça, c'est un patient qui est chez nous. Chaque matin, Elisabeth Gartner, la chef de service, fait le point. Quel patient pourra-t-elle évacuer? Un choix qu'elle devra faire valider avec l'ARS, l'Agence régionale de santé. Tout ça, c'est relativement stable. D'accord. Lui, il est dialysé. Dialysé, j'arrive pas à les transférer. Il a perdu complètement ses muscles respiratoires. Vu son âge, il a quand même 73 ans. Il va être très très difficile. Ça va être un peu long. Donc le séparage va être long. Okay. Ce matin, il y en a une dizaine qu'on pourrait transférer, mais nous n'avons pas d'hôpital qui puisse les accueillir. Soit il y a des lits de libre dans ces hôpitaux, mais refus de l'ARS qu'on transfère, soit d'autres établissements qui sont aussi complets que nous. Donc voilà. Vous savez pourquoi les ARS refusent les transferts? Enfin, pourquoi c'est si compliqué? Vous avez une explication? C'est un grand mystère pour nous, à la fois pour toute l'équipe de la cellule de crise. On est vraiment très choqués par ce qui se passe dans le Grand Est, puisqu'il y a des lits disponibles et qu'on nous interdit de transférer, alors que dès qu'on arrive à transférer un patient, un lit libre, c'est une vie de sauvée. Oui, bonjour, docteur Gertner, à Colmar. La semaine précédente, 4 patients ont pu être évacués. Désormais, il lui faut trouver 6 places par jour, alors que tous les hôpitaux de la région sont saturés. Elle passe désormais 6 heures par jour au téléphone pour trouver des lits en réanimation en France et même à l'étranger. Mais ce matin-là, aucune solution. L'impuissance. Oui. Donc l'Allemagne s'est arrêtée et la Suisse aussi. Ouais. Il n'y a pas de possibilité de transfert et il y a une montée en puissance, c'est-à-dire plus de 10 patients intubés par jour. Donc voilà. Vous allez faire comment? Alors on parle d'ouvrir encore 10 lits de réa dans une autre salle de réveil qu'on a dans l'hôpital. Nous, on est quand même en tension, en plus que tension depuis 3 semaines et on n'a toujours pas de renfort et toujours pas de matériel en plus qui viennent par les pouvoirs publics. Vous êtes en colère? Oui. En colère et triste. Voilà. On se bat et on n'y arrive pas. Je vous confie à Gauthier. Oui, d'accord. Comme elle, les soignants du front ne baissent pas les bras. Ils s'adaptent, travaillent 90 heures par semaine. Ouais. Il a quoi comme antécédent, ce monsieur? Rien du tout. Aujourd'hui, c'est lui qui mène la bataille. À gauche, Gauthier Vinet, anesthésiste réanimateur, diplômé depuis 6 mois seulement. Encore, je pense, une bonne heure avec ce malade et après on peut le prendre, mais pas avant. Ça marche. Qui est-ce qui vous a appelé là? Je pense que c'est les urgences pour une admission. Donc là, c'est vraiment un flux tendu. On a malheureusement un patient qui vient de décéder. On a tout de suite des pressions pour prendre en place d'autres patients qui ont besoin de réanimation, donc qui sont en détresse respiratoire aux urgences. Donc là, le temps de préparer la chambre, de mettre tout ça au propre, et on est prêt à accueillir un nouveau patient. Ça fonctionne comme ça depuis une quinzaine de jours. C'est une tension continue en réanimation pour prendre en charge chaque patient. Et les lits ne restent jamais libres plus de 30 minutes, 1 heure. Ça tourne en permanence. Gauthier Vinet, le réanimateur, a 6 patients en charge en état très grave ce matin. Comme cet homme de 60 ans, en détresse respiratoire depuis 24 heures. Ça va, c'est douloureux comme ça? J'écoute la respiration. Son état se dégrade très rapidement. Ouais, ça fait un mal. C'est bien. Est-ce qu'elle a un plus d'insuline?
En fait, le problème que nous pose le coronavirus par rapport à d'autres pathologies, c'est que les temps d'utilisation des respirateurs sont très très longs. On parle de patients qui ont besoin de respirateurs pendant une quinzaine, voire une vingtaine de jours. Ce n'est pas des patients qui s'améliorent en 2-3 jours et qui peuvent sortir. Donc une fois qu'on admet quelqu'un en réanimation, on sait que la place est bloquée pendant au minimum 15 jours. L'hôpital de Colmar est désormais quasiment dédié au Covid-19. Tous les services ont été mobilisés. Ce jour-là, 160 patients victimes du virus sont pris en charge. Il en arrive tous les jours et de tous les âges. Lui, c'est un monsieur qui a 39 ans et qui est en train de s'améliorer, mais tout doucement. Il y a un petit peu deux catégories de patients qu'on voit. Il y a des patients qui sont plus jeunes, qui sont souvent des patients obèses. On a l'impression que les obèses payent un peu un lourd tribut au coronavirus, du fait probablement de restrictions pulmonaires, de choses comme ça qu'on ne s'explique pas encore. Et sinon, on a des gens qui ont très très peu d'antécédents, qui ont entre 60 et 80 ans, souvent juste 1 ou 2 médicaments, une petite hypertension traitée, enfin, des choses qui sont vraiment des choses très très courantes en médecine de ville, enfin, vraiment des gens qu'on considère comme aller très bien en temps normal. Et ces gens sont touchés de plein fouet par le coronavirus. L'acharnement a fini par payer. Une place a été trouvée dans un autre hôpital, à Charleville-Mézières. Un homme va pouvoir être placé en réanimation. Quand c'est clampé, on arrête notre respi, on passe sur le vôtre. C'est là qu'il peut pousser le... Un transfert, une vie sauvée. D'autres n'ont pas cette chance. Près d'un mois après le début de la pandémie, les médecins font face à une nouvelle étape, le tri des patients. Dans la ville voisine de Mulhouse, les urgences sont devenues une gare de triage, du jamais vu en temps de paix. Sophie Nguyen gère le service des urgences ce dimanche matin. Non, lui, c'est limite réanimatoire. J'ai appelé le réa, pour l'instant il est occupé, j'attends d'en discuter avec lui, il a 43 ans. Et pour ce patient de 69 ans, elle vient de prendre une lourde décision. Elle va appeler sa femme pour la préparer. Oui, alors effectivement, là, il a besoin de beaucoup d'oxygène. D'accord. Et malgré le maximum d'oxygène, ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Je me suis entretenue avec le réanimateur. Et pour l'instant, on va essayer de le laisser au maximum d'oxygène. On le garde à l'hôpital de toute façon. Mais il est très grave. C'est très grave. Écoutez, rappelez-moi peut-être, si vous n'avez pas de nouvelles de ma part, vous me rappelez en début d'après-midi. Il fait 50 détours. On peut pas l'hospitaliser en réanimation parce que on ne l'a pas retenu. Sur le plan réanimateur, il a un poids qui ne permet pas le transport vers d'autres lits de réa. Et ici, il n'y en a pas. Vous ne savez pas si vous l'avez pris ce matin? En raison de son surpoids, cet homme ne sera pas placé en réanimation. Elle espère qu'il s'en sortira avec de l'oxygène et des antibiotiques. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes amené à faire des choix par manque de moyens, de place, de lits? Oui. Notamment par rapport à l'âge. On est obligé parce qu'on a trop de patients qui seraient intubés et on n'aurait pas de place d'aval pour les prendre en charge. Donc oui, on a dû limiter des personnes parce qu'on sait qu'au-delà de 75 ans, quand ils passent en détresse respiratoire, ils n'ont pas de chance de s'en sortir. Voilà. On voit les personnels soignants qui sont moralement épuisés. Il y en a qui pleurent, ils ne savent pas pourquoi. Ils me disent je pleure pour un rien. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je pense que c'est tout simplement le post-traumatique de ce qui se passe actuellement. Vous allez pouvoir tenir encore longtemps, mais pas? On n'a pas le choix. Il n'y a pas beaucoup d'urgentistes ici.
Donc oui, pour l'instant ça va. Le patient est mort 3 jours plus tard. À Paris et en Île-de-France, alors que la vague progresse, c'est aussi dans la rue que la bataille se mène. On observe le mètre de distance. Des bénévoles ont rejoint la Croix-Rouge pour venir en aide à ceux qui ne peuvent pas se mettre à l'abri, plusieurs milliers. C'est des maraudes dans un contexte un petit peu particulier. La situation, elle fait que les gens dans la rue, c'est encore plus compliqué que d'habitude. Les associations, pour la plupart, sont fermées. Les centres d'accueil de jour sont quasiment tous fermés ou avec des horaires réduits. Les magasins étant fermés, il y a moins, évidemment, avec le confinement, il n'y a personne dans les rues. Donc pour la Manche, c'est compliqué. Donc les personnes dans la rue, les bénéficiaires, ont du mal à se nourrir. L'eau a son importance parce que les points d'eau sont fermés pour la plupart. Donc ils s'en servent de la bouteille d'eau à la fois pour boire, mais aussi pour leur hygiène. Depuis une semaine, ils organisent des maraudes Covid, une mission sociale et de détection de la maladie. Avec les indicatifs et les secteurs, c'est marqué dessus, tout le monde est OP sur la radio. L'appel de la Croix-Rouge a été entendu. Il y a 4 fois plus de bénévoles qu'en temps ordinaire. Samuel a 22 ans, pompier volontaire. Il va faire sa première maraude avec Diane, 31 ans, bénévole depuis 7 ans. On sait qui est dans un état qui a été déclaré dans un état physique pas forcément très bon lors des dernières maraudes. Et donc là, on va pouvoir faire un suivi, reprendre des constantes, reprendre la température, reprendre la saturation en oxygène pour voir qu'est-ce qu'il en est. Est-ce qu'il y a potentiellement un Covid ou pas? Et s'il y en a un, pouvoir essayer de les amener vers un centre de soins. Vous avez du savon? Vous avez du savon? Je vais prendre votre température. Vous avez un docteur? Alors, ça donne quoi? La température? La température, ça va, il est à peu près. Par rapport aux autres jours avant, vous vous sentez pareil? Non, ça va, moi. Ça va? Oui. Ok. Dans tous les cas, il y a d'autres équipes qui repasseront demain ou dans les jours à venir. N'hésitez pas, si ça va pas, à leur dire. Diane et Samuel apportent aussi un repas, un café, en attendant de lui trouver un abri. Il faut absolument détecter les cas au plus tôt, alors que la situation en Île-de-France se dégrade. Là aussi, les hôpitaux sont saturés. Comme pour Thomas, 19 ans, à la rue depuis 2 mois. Ça vous rassure là qu'ils vous prennent votre température pour voir si vous avez rien, etc. Bah oui, parce que j'ai pas de moyens pour me protéger quoi. Même si j'ai demandé, c'est payant, il n'y a pas de moyens pour les personnes qui sont... Parce que déjà de base en pharmacie, ils m'ont dit que c'était saturé même pour les personnes, il n'y a plus de masque, il n'y a plus... Ah, vous avez essayé de vous protéger, de chercher des trucs? J'ai été demandé en pharmacie où c'est que je pourrais trouver des masques. Ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas et j'ai pas eu de solution. Donc. 1 millier de SDF atteints par le Covid-19 ont été pris en charge dans des centres d'hébergement médicalisés, partout dans le pays. Un début. Près de 200 000 personnes vivent dans la rue en France. Petit à petit, elles sont placées dans des hôtels ou gymnases réquisitionnés. Mais il manque encore des places. Même loin des clusters, ces lieux hautement contagieux, les Français se mobilisent. En Bretagne, c'est sur le front de la prévention que le maire de cette commune proche de Saint-Malo se bat. Et celui plus insidieux, de la peur. Il lui faut prendre toutes les mesures. Il vient ce matin d'interdire le marché. Alors il n'y a pas de marché? Non, j'ai annulé hier après-midi. Ah d'accord. De mémoire d'habitants, c'est la première fois qu'il n'aura pas lieu. Bon, faut pas hésiter, je pense. Ben, je vais pas hésiter du tout. Donc je vais aller me confiner. Allez vous confiner. Et vous aussi, hein, pensez à vous. Je me protège beaucoup, ne vous inquiétez pas. Merci. Au revoir. Fermé après. Non, ouais. Moi je vais au centre de santé. Hein. Protéger, rassurer, mais aussi préserver l'économie. Un casse-tête pour l'équipe municipale qui enchaîne les réunions de crise. On continue les collectes des pêches côtières sur 5A, sur Erquy, un peu sur 5quai et les vents se font. Dès que vous avez la note, vous m'envoyez? Et je vous envoie la note dès qu'on la reçoit. Le maire pense à ses administrés, 3200 personnes, dont une bonne partie de seniors.
C'est une décision difficile, mais je la prends en conscience, toute conscience. Toute conscience. On vous sent un peu touché Oui, tout à fait touché parce que... Oui, on est touché parce que je sais que la semaine qui vient est une semaine qui va être très compliquée et je le dis, j'ai peur, là aussi c'est ma vision purement médicale, c'est qu'il n'y ait pas un syndrome, ce qu'on appelle de glissement, de personnes seules, isolées, avec des conséquences à la fois psychologiques, mais aussi des conséquences de ce qu'on appelle le syndrome des glissements, c'est-à-dire se laisser aller, et comme si à un moment l'unité de temps n'existait plus, c'est-à-dire des gens qui risquent de plus se nourrir aux bons horaires, des personnes qui peut-être n'auront plus faire les gestes essentiels de toilette, éventuellement qui ne vont peut-être plus entretenir leur maison, qui vont plus entretenir leur jardin, ou qui vont peut-être plus répondre au téléphone, et c'est ma grande crainte. Saint-Quay-Portrieux, un petit port de pêche prisé des touristes en été. Aujourd'hui, totalement à l'arrêt. Depuis le début du confinement, le maire passe ses journées à rappeler les nouvelles règles de vie. Alors moi, un côté positif, c'est qu'il y a le soleil qui revient. Certains sont convaincus que ça va être le virus. À la tête de la commune depuis 7 ans, Thierry Simelière est aussi médecin. Sa présence rassure les personnes âgées. On vient vous voir. Bonjour. Alors, il n'hésite pas à leur rendre visite. Marcel. Ça va Catherine, très bien. Ça va? Bon, on est venu vous rendre visite pour voir comment ça se passe. C'est gentil. Aujourd'hui, c'est Marcel, 93 ans, et sa femme, Mimi, 87 ans. Rentrez. Mais on va se protéger. Rentrez. Vous savez que la règle, c'est de ne pas sortir tous les jours, mais plutôt qu'une fois par semaine. C'est ce qu'on fait. Vous êtes parfait. On a tout compris. Vous avez tout compris. On a tout compris. Et on a connu la guerre, monsieur le maire. Et s'il y a le moindre problème, on est à votre disposition à partir d'aujourd'hui. Le minimum de sortie, voilà. Le maximum de courses. Exactement. Voilà. Ça vous rassure d'avoir un maire qui est aussi médecin? Ah oui. Il est gentil et aimable avec tout le monde, mais seulement il faut qu'il donne qu'un bisou à une personne, parce que ça fait trop. Maintenant, il n'est plus question de bisous, ni de serrage de main. J'ose même pas serrer la mienne des fois. Merci. À bientôt. Merci. Hein. Merci de votre visite. Au revoir, monsieur. Et puis, il faut s'assurer que tous vont se nourrir correctement. Thierry Simelière et sa première adjointe assurent les livraisons alimentaires, en attendant que des bénévoles prennent le relais, espère-t-il. Voilà. Eh ben, je vous remercie, madame. Et puis bon courage, et puis à bientôt. C'est moi. Hein? Tout se passe bien? Bonjour, ça va? Bonjour, ça va, ouais. On gère? Oui, c'est ce que je disais. Je fais la police. Ensuite, il faut s'assurer que la supérette fonctionne encore. Ma boutique, j'arrive à la gérer, en fait. C'est pas ça la question. En termes de commandes, est-ce qu'il y a des personnes qui commandent avec moi, des colis? j'en ai qui sont habitués. Vous n'avez pas besoin de bras? Ça peut être des bénévoles. La vie de la commune tient à ses fils et à ceux et celles qui acceptent encore de travailler, malgré la peur. Il y avait le spar du Portrieux. Jusque le week-end dernier, j'étais sereine. Depuis la semaine dernière. Qu'est-ce qui a changé alors? Eh bien, il y a des gens qui ont migré. Il y a des gens qui ont migré, oui. Qui sont venus ici, qui sont revenus après le week-end des élections et le lundi, dans la nuit du lundi au mardi et jusqu'au mardi midi, il y a des gens qui ont bougé. Et du coup, on est un petit peu moins serein, forcément. Ouais. Alors qu'avant, vous vous sentiez préservé? Un peu plus quand même, moi. Même encore dans l'immédiat, les Côtes d'Armor semblent être le département de la Bretagne qui est un petit peu moins touché, mais bon, on ne sait pas en fait. Parce que même nous, on ne sait pas si nous, on est porteurs ou pas. En cette fin de journée, le maire est inquiet. À côté du centre de santé, la salle des fêtes a été réquisitionnée pour accueillir des patients présentant des symptômes suspects. Ce qui n'était qu'une hypothèse est devenu réalité. Cet homme souffre probablement du Covid-19. Thierry Simelière se tient à distance. Pourtant, le malade, il le connaît bien. Un ami de plus de 15 ans. Il avait une masque, il descendait, donc on parlait. Bon, sincèrement, je n'ai pas regardé s'il était malade ou pas. C'était jeudi, donc... Le traitement va être symptomatique. L'homme est chauffeur-livreur. Il a été en contact avec beaucoup de monde. Boire beaucoup, bien s'hydrater pour les sécrétions bronchiques. La menace se rapproche. Bon. Ouais.
préviens l'employeur et puis après on va voir. Il va voir. Puis tes collègues surtout. Ouais, les collègues, qui préviennent les collègues. Ok. Bon. Ouais, en tout cas, c'est chaud. On est vraiment dans le dur. Et mon inquiétude, c'est qu'on risque d'avoir un phénomène important sur la commune d'à côté. Ça, c'est sûr. On va voir. On en saura plus ce soir et surtout dans les 48 heures. Ce qui n'était encore que l'écho lointain d'une épidémie est aujourd'hui aux portes de sa petite commune. La nouvelle va se répandre aussi vite que le virus. C'est toute la France qui vit à son rythme, l'impression que plus personne n'est à l'abri. Alors, c'est une union nationale qui se met en place. Tout le pays est mobilisé pour recevoir des patients. À Mulhouse, les évacuations par train commencent, en pleine nuit. Pour la deuxième fois en 72 heures, une évacuation sanitaire d'envergure se prépare. Il est 4 heures du matin et le docteur Noisé, le chef des urgences, prend la tête des opérations. Et les obus d'oxygène, alors je sais que ça a déjà un tout petit peu commencé. Il y a 12 ambulances. 70 personnes mobilisées, secouristes, équipiers d'ambulances, membres du SAMU et personnel hospitalier. En colonne jusqu'à la gare de Mulhouse. Au niveau des équipements, une opération presque militaire, millimétrée. Le conducteur ne vient pas au contact du patient, donc masque chirurgical. Et normalement, vous ne devez pas toucher le patient, rien de ça. Les patients qu'il s'apprête à transférer sont extrêmement contagieux et fragiles. Les gants, l'oxygène. Il y a des risques pour les patients, parce que ce sont des patients qui sont graves, qui sont particulièrement instables d'un point de vue respiratoire et qu'il faut manipuler un peu avec précaution. Mais c'est ce que l'on fait maintenant depuis 15 jours et je dirais que c'est un process qu'on maîtrise bien maintenant par rapport au risque respiratoire pour le patient. Le convoi se met en route vers la gare où les attend un TGV spécialement affrété. Avant la levée du jour, ce sont 12 patients qu'il faut acheminer. Une solution pour répondre à la saturation totale des hôpitaux du Grand Est, pour faire de la place et soigner les nouveaux cas attendus dans les prochains jours. Le pic n'est pas atteint, quoi. Clairement, malheureusement, on ne peut pas dire qu'on est atteint ce pic. Et ça vous fait peur ? Ça nous inquiète parce que tous les jours, on voit nos structures un petit peu plus surchargées. En cette fin de semaine, on s'est posé de grandes questions sur notre capacité à passer le week-end, notamment pour ces patients de réanimation. Sachant que tous nos lits étaient saturés, que l'hôpital militaire était saturé. Et c'est ce qui a valu d'ailleurs le déclenchement de ces évacuations qui ont lieu hier et aujourd'hui. La gare de Mulhouse, placée sous bonne garde, encerclée d'ambulances. Les patients arrivent aussi de Colmar. Il faut faire vite, les 2 trains doivent partir 2 heures plus tard. Dès qu'ils sont prêts... Chaque transfert de patients est une opération à haut risque. Le docteur Noisé retrouve Christelle Dagron, venue du SAMU de Paris pour diriger les convois. J'en ai un ici et il y en a un qui nous attendra à l'hôpital là-haut. D'accord. Donc... Viens avec moi, on va faire le check avec Edouard parce que c'est malade un peu plus Akshay, il y a probablement peut-être un autre de Colmar à aller chercher, donc vous partirez, il y a 5 ambulances à Colmar. Ils seront 4 patients par wagon, aménagés en hôpital roulant. Les patients sont intubés, ventilés, endormis. Leur vie tient à ces machines et à l'extrême vigilance des soignants. Charge le 2 et ensuite je fais rentrer 10, 11, 12. Tous unis dans l'effort. La chef de convoi veille. Chaque minute compte. Attention à vos pieds. Il faut 2 tortues en dessous. Donc les malades ont été sélectionnés par les réanimateurs. On a pris les moins fragiles parmi les fragiles.
pour pouvoir les transporter vers des zones où les places de réanimation sont disponibles. Tortue, Alex, tortue. Ok, 2 tortues. Là, c'est bon de l'autre côté. Et il est descendu là. C'est bon, là, il est descendu. Là, il y a encore une sangle là. Ouais. Allez, attention pour lever. Levez. Les malades sont attendus dans les hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine. Vas-y, avance. Avance, Jérémy. On s'était préparé à plein de choses, à plein de crises, mais jamais quelque chose d'aussi important et jamais aussi quelque chose d'aussi long surtout. Et déstructurant. Parce que je pense que le pire, c'est que le système de santé est quand même rompu à un stress qu'il n'a jamais connu et qui nous a amené à réorganiser l'ensemble du fonctionnement de l'hôpital. Et vous voyez, à transférer des patients dans des trains, ce qui s'était jusqu'alors jamais fait. Et pour l'instant, vous gérez à peu près la situation ? Pour l'instant, on s'adapte au jour le jour à la difficulté du moment, on va dire. Et c'est vrai que tous les jours, on essaye de s'adapter aux contraintes qui sont les nôtres. Donc on va dire que oui, on fait face, mais on ne sait pas jusque quand on pourra faire face. Parce qu'il y a un moment où le système sera complètement saturé. À Mulhouse, l'opération s'est achevée sans encombre. Depuis, d'autres convois similaires sont partis d'Île-de-France pour la Bretagne. La Bretagne, jusque-là épargnée, où l'épidémie gagne du terrain. À Saint-Quay-Portrieux, de nouveaux cas suspects de Covid-19 ont été signalés.